Bien, alors merci déjà de nous rejoindre tous. Effectivement, je répète ce que Dominique, le président de Crédit Diffusion, vous a dit. On va commencer donc, c'est une discussion. On n'est effectivement pas ici pour une leçon de cinéma comme il l'a précisé. N'hésitez pas à vouloir essayer de prendre la parole, simplement levez la main et on va pouvoir échanger tranquillement autour de ça. On va commencer de manière un peu originale, pour savoir un peu le parcours. À quoi pouvait ressembler un peu votre enfance, Jean-François Leguioni, avant de vous lancer dans le cinéma d'animation? À quel âge, à quoi pouvait ressembler l'enfance d'un réalisateur de films d'animation? Bon, d'habitude, je ne réponds pas à ce genre de questions, mais là, je le fais parce que ça peut m'aider. L'un des deux films que je suis en train de préparer est une histoire sur mon enfance des années 50 en banlieue parisienne. Voilà. Enfant solitaire, qui parlait très peu. C'est pour ça que j'ai encore un peu de mal avec cette forme d'expression. Et puis qui dessinait tout le temps. Voilà. Donc en effet, c'est pas très original. Et très mauvais à l'école. Et mes parents, je leur en suis très reconnaissant, ont compris que je n'irais pas très loin au collège. Et ils m'ont mis tout de suite à Paris dans une école de dessin très sérieuse, les arts appliqués. Et j'en suis assez reconnaissant parce que à l'époque, on n'avait pas besoin de passer son bac pour rentrer dans une école de beaux-arts ou les écoles des arts appliqués, l'école Boulle, l'école Estienne, etc. Ça a été une chance formidable parce que si c'était maintenant, je ne sais pas très bien ce que j'aurais pu fabriquer. Voilà. Et donc, 4 ans, 5 ans, une école de théâtre, l'école de la rue Blanche, où je me destinais plutôt à faire du décor ou de la mise en scène pour le théâtre. J'étais fou de théâtre. Et dans cette école, on avait des entrées gratuites pour aller dans une dizaine de théâtres parisiens tous les soirs. C'est un temps béni. Et puis je rencontre Paul Grimaud. Bon, Paul Grimaud, c'était le pape du dessin animé en France. Il était dans un creux, lui aussi, et il faisait rien. Il essayait de racheter le négatif d'un film avec lequel il avait eu un procès avec son producteur, qui a terminé le film sans lui. Ça s'appelle La bergère et le ramoneur, et c'est devenu Le roi et l'oiseau quand il a réussi à racheter le négatif de son film dont il avait été écarté. Et donc il avait un petit studio dans le 13e. Il m'a dit, écoute, j'aime bien tes petites histoires, j'écrivais des histoires. Si tu veux faire un film, moi je ne vais pas te l'enseigner parce que je ne suis pas du tout enseignant, professeur. Mais le plus simple, c'est que tu fasses le film et puis tu verras bien à quoi tu... Et il y avait en effet une caméra, ce qu'on appelle un bon titre dans les techniques traditionnelles, c'est-à-dire une caméra dans une structure qui permet de faire des mouvements sur des décors, en plus de vue en 35 mm. Et voilà, il y a une caméra qui ne sert à personne. Vas-y, donc je suis resté 1 an. J'ai fait un premier film, La Demoiselle et le violoncelliste, qui fait partie du programme de court-métrage qui va passer, je crois, demain matin. Oui, absolument. Voilà. Alors, juste avant de partir justement sur vos courts-métrages et tout votre travail que vous avez pu faire ensuite effectivement avec Paul Grimaud et encore de nombreuses personnes qu'on va avoir l'occasion d'aborder ensemble, je tiens aussi à vous présenter la deuxième invitée qui vient représenter ici l'association Cellophane. Alors que je n'écorche pas ton nom, s'il te plaît, Roxane Loisy, qui est avec nous, avec le reste de son équipe qui est juste derrière là-bas. Salut. Roxane, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce que c'est Cellophane, quel est votre rapport avec l'animation, ce que vous pouvez faire, etc. D'accord. Alors, Cellophane, c'est une association qui est là pour promouvoir le cinéma d'animation. Donc, nous, on propose... vous m'entendez bien ou vous voulez que je prenne le micro? Oui, bon.
Donc on est là pour promouvoir le cinéma d'animation et on propose aussi beaucoup d'ateliers en fait que l'on fait dans les écoles, dans les lycées, en fait dans différentes structures pour justement faire découvrir ce qu'est que le cinéma d'animation et aussi en faire un peu avec différentes personnes de tout âge aussi. On propose aussi des événements toujours autour de l'animation. Donc voilà, principalement ça. On touche un peu à toutes les techniques d'animation. C'est ça qui est assez intéressant. On ne va pas s'en tenir qu'à une seule technique. On va faire de la peinture animée, comme vous l'avez fait par exemple avec le Masque du Diable, je pense. Et aussi papier découpé, animation traditionnelle. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup suivi votre travail parce que j'ai vu aussi que vous avez touché un peu à toutes les techniques. Donc pourquoi ce choix aussi de ce désir de toucher en fait à différentes techniques d'animation? Oui, ça tient au fait que j'étais pas un technicien à l'époque. Il faut vraiment savoir qu'il n'y avait pas d'école pour apprendre l'animation. Donc on se débrouillait comme on pouvait. Et comme je venais de la marionnette, des ombres chinoises que j'avais fait rue Blanche, il fallait que je trouve une technique vraiment manuelle, très très simple. Et le papier découpé m'a permis de raconter des histoires très simplement avec des personnages articulés, très simplement. Bon, voilà, c'est ce qui me parlait davantage, alors que le dessin animé tel que l'entendait Paul Grimaud, par exemple, c'est quand même très compliqué. Il faut faire 24 dessins pour faire une seconde de mouvement. Des dessins différents qui respectent totalement le caractère, les proportions d'un personnage. Il faut une grande expérience. Je n'en avais aucune. Donc j'ai cherché des trucs. La peinture animée, c'est pareil, c'est quelque chose d'intuitif. D'accord. Parce que, du coup, votre premier film, La Demoiselle et le violoncelliste, vous l'avez choisi en papier découpé parce que c'était un choix esthétique ou parce que c'était pour vous le plus simple. D'accord. Et je vais revenir du coup sur le thème de ce film. Vous mettez vachement en avant l'eau, cette nature en fait, et on la remarque aussi dans beaucoup de vos films. Alors, pourquoi cette envie de représenter l'eau, voilà, la mer, la nature? Oui, bah alors là, c'est quelque chose d'inconscient chez moi. Alors, pour la petite histoire, La Demoiselle et le violoncelliste, donc mon premier court-métrage, je me suis inspiré du pays de Caux, qui n'est pas très loin d'ici, et les falaises du Bois de Cise, qui est entre Paul-Tonival et le Tréport, où j'allais en vacances chez ma grand-mère. Et puis, 60 ans plus tard, je ne sais pas si ça fait 60 ans, peut-être pas tout à fait, j'ai eu envie de renouer avec. Sauf que ma petite demoiselle, qui avait 20 ans, s'est retrouvée avec 75 ans dans le film qui vient de sortir, qui s'appelle Louise en hiver, mais au même endroit que La Demoiselle et le violoncelliste. Donc c'est en fait la même demoiselle qui avec est Louise. Quelques années de plus. D'accord. Ah, c'est important, je ne le savais pas. C'est marrant, cette petite anecdote. Oui, c'est un petit clin d'œil avec Vous-même, avez-vous déjà des questions qui vous passent par la tête en entendant tout ça? Monsieur? C'est aussi, si vous avez choisi le papier découpé, c'est aussi parce que vous étiez tout seul. Oui. Voilà. La contrainte qui aussi le fait, c'est une contrainte technique. C'est-à-dire que vous avez voulu faire tout seul. Je pense, ça comme ça. Je crois que je n'avais pas le choix. C'est-à-dire, faire un premier film, il n'y a pas de financement possible. Paul Grimaud, il avait d'autres soucis en tête. Maintenant, il y a beaucoup de courts-métrages qui se font, heureusement, parce que les écoles se sont développées. Et en fin de cycle, tous les étudiants réalisent au moins un film d'animation de quelques minutes, 5, 10 minutes. Voilà. Ça, c'est une richesse extraordinaire, surtout qu'ils peuvent disposer de tous les moyens de l'école. Et ils ont également exploré un grand éventail de techniques.
mais souvent des techniques simples, c'est-à-dire il y a la peinture animée, bon, ça vous savez très bien comment ça se passe, on travaille sur une vitre, bon, la caméra est au-dessus, on éclaire par-dessous pour faire vibrer un peu la peinture, et soit avec de la peinture à l'huile, soit avec des poudres de couleurs, etc. On travaille au pinceau et on anime comme ça directement, image par image. Bon, ces techniques-là parlent beaucoup aux enfants, parce que c'est simple et c'est direct, alors que le dessin animé ou la 3D, c'est très compliqué, hein. Il faut faire tout un travail d'imagination pour... voilà. Tandis que là, on voit ce qu'on fait. Et puis après, on envoie au laboratoire. Et puis, alors à l'époque, il fallait attendre 15 jours pour avoir le résultat. Et si vous avez fait une grosse bêtise à la prise de vue, il faut tout recommencer. Et une fois, je me rappelle, j'avais travaillé une semaine sur un plan difficile dans une bombe par hasard, où il y avait une cinquantaine de petits billets de banque découpés qui voletaient. Donc c'est très long à manipuler, 50. Là. J'envoie au labo et je reçois la bobine. J'avais tourné 25 mètres qui était le minimum pour que ce soit pas trop cher pour le laboratoire. Et il me passe un coup de fil, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous avez tourné? L'image est toute noire. Et en fait, je n'avais pas enlevé le cache de la caméra. Alors, une semaine de travail à reprendre. Et du coup, pour la technique d'animation que vous préférez, en fait, vous préférez avoir un retour direct de ce que vous faisiez, c'est pour ça que vous préférez le papier découpé pour le court-métrage. Ouais. Et pour les longs-métrages, alors Ah bah, pour les longs, le problème se pose différemment, parce que vous n'allez pas faire un long-métrage tout seul. Encore que Sébastien Lodenbach, avec une jeune fille sans main, qui vient de sortir, il a fait le film pratiquement tout seul pendant des années. Mon premier long métrage, donc dans les années 79, oui, 79, j'ai fondé un studio, j'avais quitté Paris. Alors, juste avant d'embrayer sur les longs métrages, etc., histoire de faire durer un petit peu le plaisir, en restant sur les courts métrages, ouais. Vous avez commencé à être produit par Paul Grimaud. Oui. Comment s'est passée cette rencontre? Quel champ de liberté il a peut-être pu vous laisser aussi là-dedans? Parce que ça a justement assez plutôt sympathique. Est-ce que vous pouvez développer un peu autour de ça, cette rencontre avec votre premier producteur? Ouais. Comment, quel type de démarche vous avez dû faire pour vous lancer dedans et dire allez, on y va, quoi? J'en ai parlé un petit peu et c'était aussi simple que ça. C'était un personnage d'une générosité, d'une amitié comme ça spontanée. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre nous. Une relation de confiance qui s'est créée. Ah, oui, complètement. Moi, c'était comme si j'avais un oncle qui me dit bon, vas-y, fais ce que tu veux. Et de temps en temps, il me donnait un petit conseil, mais très très peu. Voilà. Il disait tu fais ce que tu veux et tu verras quand tu auras fini si ça marche ou pas. Et puis il est intervenu quand le film était tourné, mais que j'étais en train de monter les images. Il est intervenu pour donner un petit peu de rythme dans mes films. J'ai fait 3 films chez lui, donc La Demoiselle du violoncelliste, qui est le grand prix au Festival d'Annecy. Pour un premier film, c'était impressionnant. D'un seul coup, j'étais lancé avec tous les grands de l'époque, Trinker, Alexeyev, McLaren, ils étaient tous là, c'était très impressionnant. L'Arche de Noé, en 69, et puis Une bombe par hasard, dont je vous parlais, là. Non, L'Arche de Noé en 66, Une bombe par hasard en 69. Voilà. Et puis après, j'ai quitté Paul Grimaud pour descendre dans le monde. Et puis, il a commencé à travailler sur Le Roi et l'Oiseau à cette époque. D'accord. Et toujours pour parler des courts-métrages,
Est-ce qu'il y avait un procédé que vous suiviez pour travailler? Est-ce que vous faisiez un storyboard avant pour vos courts-métrages? Parce que c'est vrai que la mise en place du film est différente que celle d'un long-métrage, par exemple. Donc, comment vous procédiez en fait dans votre travail? C'est vrai, j'ai compris quand même qu'il fallait, avant de me lancer comme ça, les yeux fermés, établir une petite maquette du film. C'est ce qu'on appelle un storyboard. Tout le monde sait ce qu'est un storyboard. Et assez curieusement, c'est quelque chose que j'ai abandonné ensuite en passant au long métrage. Et pourtant, le storyboard est une base plutôt sécurisante pour l'équipe qui a travaillé avec nous. Et j'ai procédé ainsi. Alors, oui, j'ai fait des storyboards pour presque tous mes courts-métrages. J'ai fait une dizaine de courts-métrages, dont 2 films en prise de vue réelle, dont celui qu'on a présenté le premier jour, Plage privée, qui a été tourné à Berck. Et même pour ce premier film en prise de vue réelle, j'avais fait un storyboard. Ce qui était absurde, parce qu'on ne peut pas dessiner ce qu'on ne sait pas ce qu'on va filmer. Tandis que pour l'animation, on sait ce qu'on va filmer, donc on dessine, on fait un petit croquis, etc. Et puis quand je suis passé au long, je vais peut-être trop vite, mais tu m'arrêtes. Non, je t'en prie, non. Parce que, en effet, c'est intéressant de savoir pourquoi j'ai abandonné le storyboard. J'ai abandonné le storyboard parce que je me suis rendu compte que dessiner à l'intérieur d'un carré, d'un rectangle, c'était quand même assez contraignant. Et j'avais vraiment besoin de liberté. Donc, pas pour Gwen, premier long métrage, mais pour Le Château des Singes, j'ai procédé autrement, c'est-à-dire maintenant, et depuis ce temps-là, procède toujours. J'achète des grands carnets de format A3 pour avoir de la place. Et quand j'ai mon script, je me le mets dans la tête et je commence à dessiner jour après jour le film tel que je l'imagine, comme si j'étais devant un écran et puis que mon film passe. Il faudrait qu'il passe au ralenti parce que je vais dessiner. Il faudrait que je dessine à toute vitesse. Et voilà. Donc chaque dessin correspond dans ma tête à un plan. Mais ils ne sont pas enfermés dans des cases. Mais vous représentez quand même le cadrage que vous imaginez dans votre tête ou... Non, pas du tout. Non, je n'imagine pas le cadrage, justement. J'imagine la scène. D'accord. Alors, si la scène, je pense qu'elle va être... elle aura besoin d'air, d'espace, etc. Je vais faire un petit dessin dans la grande feuille. Si par contre, je sais que ça va être des plans serrés, donc je vais faire un dessin un peu plus gros. Mais ils ne sont pas cadrés. Et quand j'ai fait une séquence comme ça, librement, c'est des petits croquis, mais très rapides, très, très mal fichus, j'aurais dû vous en apporter un ou deux. Je crois qu'il y en a un dans un des bouquins. Une fois que j'ai terminé une séquence, je prends mon petit appareil photo et je vais photographier mes dessins. Et c'est le fait de photographier mon dessin qui lui fait un cadre. Alors là, c'est du feeling, hein. Je suis dans le film, je l'imagine, c'est un sentiment tout à fait intime que j'ai à ce moment-là avec mon dessin. Et je vais m'approcher ou me reculer ou aller à droite, à gauche, etc. Et je crée donc une photo que je vais monter dans un logiciel de montage. Avant, je faisais ça, je ne sais plus comment, mais bon. Et à ce moment-là, si je veux un storyboard papier, j'imprime ma séquence montée. D'accord. Qui est dans un ordinateur tout à fait simple, du genre Première, pour monter ses photos de vacances.
c'est ce que j'ai trouvé de plus intime par rapport à ce besoin de liberté. Et maintenant, je ne peux plus travailler autrement. D'accord. Mais un storyboard permet aussi de poser ses idées, pas que sur l'image, sur le son aussi, les bruitages. Du coup, comment vous faites sans ce support-là, pour tout ce qui est son? Voilà. Bah, au contraire, ça me permet de travailler sur le son en même temps. C'est-à-dire, j'ai une maquette image montée, j'ai le montage de la totalité du film. Hein, si je fais 1h15, donc j'ai 1h15. Alors c'est en noir et blanc, donc je n'ai pas besoin d'être en couleur, sauf si de temps en temps je prends un peu de couleur pour ceci, cela, mais surtout je mets immédiatement sur la bande de montage une musique provisoire parce que je ne me sens pas capable de monter vraiment mon film dans le temps, à la seconde près, si je n'ai pas un support sonore. Je fais toutes les voix. Avec Annick, on fait tous les personnages, on peut faire les mouettes, le vent, le chien, etc., en soufflant dans les micros. Mais j'ai du son. Et pour les gens qui vont travailler avec moi par la suite, ils ont cette maquette. Même le musicien qui est déjà sollicité. Si j'ai mis Debussy plutôt que Janacek, ça correspond à quelque chose. Voilà. Avant d'embrayer sur une autre phase du travail de M. Leguioni, parmi vous, il y en a-t-il qui ont des questions par rapport à ces courts-métrages, des techniques, une approche particulière, quelque chose qui vous passait par l'esprit? Absolument pas, j'ai l'impression de la suite. On peut passer un peu sur le long métrage. Une fois que vous avez fini vos courts métrages, vous êtes passé sur le premier Gwen, qui est sorti en 85. Ouais. Être passé d'une équipe, vous disiez que vous faisiez vos courts métrages, très petite équipe, parfois même seul, oui, seul absolument. Pourquoi la volonté de passer sur un long métrage, travailler avec une équipe, ce genre de choses? Vous pouvez nous expliquer un petit peu plus? Oui, alors en effet, c'est d'abord pour être moins seul. J'ai donc passé une quinzaine d'années à faire des cours. J'avais quitté Paris, j'habitais dans une masure, là dans les Cévennes, et puis j'avais une histoire qui méritait un peu plus de temps. J'avais fait déjà la traversée de l'Atlantique à la rame, qui fait un film de 20 minutes, qui était trop long d'ailleurs pour être distribué, donc il a été très mal distribué. Et j'avais besoin de l'étendre un peu, donc j'ai demandé à quelques collègues, des réalisateurs de courts-métrages, qui étaient des amis, dont j'appréciais vraiment le boulot, s'ils avaient envie de se lancer dans l'aventure d'un long. Et pour certains, ça correspondait aussi à un besoin d'avoir une autre aventure. Donc ils sont venus d'un peu partout. Vous rejoindre dans les Cévennes? Me rejoindre, enfin ils n'étaient pas nombreux, on était 6 en fait. 6 personnes pour faire un long métrage, vous savez, c'est quand même pas terrible. Et c'était une espèce d'aventure communautaire, 68 ardes un peu, on avait un potager, il y avait une égalité totale concernant les maigres revenus qu'on pouvait se payer avec un très petit financement. Et on est parti dans une aventure de film très poétique, de science-fiction fantastique, qui s'appelle donc Gwen et le livre de sable. Quand on parlait de la mer, c'est vrai que c'est le seul film dans lequel il n'y a pas d'eau, parce que ça se passe dans le désert, mais... C'est un océan de sable, quand même. Voilà. J'espérais pouvoir me payer un voyage au Sahara. J'ai jamais pu le faire pendant toute la production du film. Et les copains me disaient, mais t'as pas besoin d'aller dans le Sahara. T'as qu'à penser au film que tu as fait sur la mer. Donc on a fait des vagues de sable. Et le film est très beau, mais il n'a absolument pas marché. Parce qu'il faut quand même vous dire qu'à cette époque,
les films pour adultes, parce que c'était un film pour adultes, comme mes courts-métrages, ne marchaient pas du tout. C'est l'époque des Astérix, des Lucky Luke. Les films américains étaient encore tout à fait brisés. Donc c'était une catastrophe totale. Et le film est ressorti beaucoup plus tard, et ça a marché un peu mieux. Mais bon, c'est pas terrible. Il faut dire que le public a évolué, mais il a fallu quand même beaucoup de temps, puisque maintenant, un film comme Louise en hiver a très bien marché. Et c'est un film pour tout public. On avait donc travaillé avec une certaine naïveté. On pensait qu'on allait faire... Alors on disait, on va faire un long métrage aussi beau qu'un court métrage. Parce que le court métrage, pour nous, c'était quand même de la durée et l'expression artistique qui était la plus excitante dans l'animation. Voilà. Et ça l'est encore. Les plus beaux films, selon moi, d'animation sont les courts métrages. C'est très beau ce que vous dites. J'ai une question. Oui. Bonjour. Là où vous avez la plus grande liberté, c'est lorsque vous faites des courts-métrages ou des longs-métrages? C'est dans le court-métrage. Mais je ne me rappelle plus parce que ça remonte assez loin. Donc, si j'ai fait du long, ce n'est pas pour avoir plus de liberté, au contraire. J'ai découvert les contraintes financières, l'organisation du travail, un budget à respecter, évidemment, les techniques aussi. On a fait Gwen un petit peu avec un mariage de techniques, du papier découpé et de la peinture, ce qui est impossible à faire. On a mis 4 ans pour faire le film. Donc, c'était une catastrophe. Et quand j'ai décidé de refaire un film, j'ai choisi le dessin animé, un film pour enfants et une équipe importante, enfin tout ce qui permettait de sauver mon studio. Parce que mon studio s'était cassé la figure après Gwen. Voilà. Je faisais un peu le producteur, on a fait un petit peu de film pour la télévision, et puis des choses. Et voilà, donc la liberté, non. Mais je voulais autre chose. Je voulais aussi raconter des histoires avec un public plus large. Le court-métrage, à l'époque, il passait seulement dans les festivals. Et il y avait assez peu, il n'y en avait pas autant que maintenant, les festivals. Donc votre film, votre petite histoire, il y a très peu de gens qui avaient accès. Alors, moi j'étais plus ambitieux, je voulais m'ouvrir à un public. Donc, je pense que c'est une des raisons pour laquelle je... Donc il y avait des inconvénients de passer au long, mais il y avait aussi quelques avantages. Alors, vous venez de parler de la télévision. Du coup, pourquoi avoir fait le choix de travailler sur les séries télé ou faire des adaptations, par exemple des adaptations de Jules Verne? Voilà. Pourquoi cette envie-là? C'était vraiment de tester de nouvelles choses ou c'était de raisons financières peut-être? Je ne sais. Pourquoi en fait avoir voulu travailler avec la télévision? Voilà. Donc des raisons financières, bien sûr. Mais les télévisions étaient assez réticentes à nous confier des séries, parce qu'ils disaient, ces espèces d'artisans, cette petite équipe d'artisans au fond des Cévennes, ils ne vont pas être capables de nous produire 26 fois 26 minutes en un an et demi, c'est pas possible. Alors on leur disait, écoutez, on va vous faire des prototypes. Alors avec l'idée d'élever un peu le niveau de la télévision qui voulait
C'est-à-dire des spectacles pour enfants. C'est-à-dire élever le niveau de la télévision. Oui, parce qu'on trouvait que c'était pas terrible. C'est terrible. Alors, maintenant, c'est peut-être un petit peu mieux. Mais avec Annick, qui vient d'entrer, on a commencé à plancher sur non pas des séries, mais ce qu'on appelait des collections. Alors notre petit studio, en effet, était tout à fait plus apte à réaliser des films qui pouvaient faire 12 minutes ou au plus 26 minutes, qui étaient des calibres pour la télé, et puis d'en faire une collection. Alors, on a fait une collection de films sur le Père Noël. Là, c'était vraiment... Mais on s'est régalé. Mais on faisait des films comme des courts-métrages. Pour le plaisir. Avec même des techniques artisanales. Et les télés, ils étaient charmés, sauf qu'on en faisait 1 ou 2 par an. Donc c'était pas encore très rentable, mais ça nous a permis de faire survivre le studio quand même pendant une quinzaine d'années. Avec Annick, on a fait une collection sur les cadeaux, donc sur le thème du cadeau. D'accord. Des films courts, avec à chaque fois un illustrateur différent, un auteur différent, un metteur en scène différent. Donc, tout ça n'était pas extrêmement productif sur le plan public, mais c'était vraiment limite. Et puis les Jules Verne, c'était un peu plus important parce que c'était des 52 minutes. Alors 52 minutes, pour nous, c'était vraiment un gros boulot. Et on a partagé le travail avec d'autres petits producteurs comme nous. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre collaboration, vous deux? Si vous souhaitez aussi prendre la parole et participer à ce débat qui est tout à fait libre d'ailleurs. Comme on le disait tout à l'heure, on n'est pas dans une leçon de cinéma pure et dure. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cette rencontre que vous avez eue avec Jean-François Lélioni? Comment vous avez pu travailler ensemble? Si vous voulez nous rejoindre, on vous apporte un micro à votre guise. C'est plaisir. On t'a pris un peu par surprise. C'était sans... Profitons de l'occasion. Alors, Annick, pour la présenter, Annick est scénariste. Bonjour. Donc, après notre travail en commun à la fabrique, dans le studio où on s'est rencontrés, nous avons travaillé ensemble sur les longs métrages dont on va nous parler par la suite. Alors, comment on travaille ensemble? Ça dépend des films, ça dépend des circonstances. Pour ce qui concerne, comme Jean-François vous l'a dit tout à l'heure, j'ai commencé à travailler à la fabrique en tant qu'auteur et directrice d'écriture sur les cadeaux. C'était une collection de films de 26 minutes. Et le dernier film de cette collection, on en a fait 9, non? Oui. On en a fait 9, donc le dernier film de cette collection est devenu un long métrage. Ça marche pas? Je crois que le micro là ne marche pas. Ah oui, je l'ai peut-être pas allumé tout bêtement, mais j'en ai peut-être pas besoin non plus. Et donc le dernier film de cette collection de 26 minutes est devenu un long métrage et il s'appelle Kériti, la maison des contes, que les enfants ont vu et revu à l'école, au cinéma, pas école au cinéma, dans les dispositifs scolaires pour les enfants. Et puis, je me suis aperçue en écrivant ce film que c'était un format qui m'allait bien, le format long. Et donc, dans la suite, j'ai écrit le tableau et Jean-François, j'ai eu de la chance, ça lui a plu. Et donc, il a réalisé le tableau, voilà. Et puis, pour ce qui est de notre collaboration, on avait travaillé quand même ensemble aussi sur l'île de Blackmore, voilà. Et pour ce qui est de notre collaboration, moi je me mets à son service. Quand c'est lui qui ramène son histoire, quand même,
Et sur le tableau, il était bien embêté parce qu'il voulait respecter mon histoire. C'était beaucoup plus chiant pour lui de travailler sur le tableau que sur les autres films. Voilà. Mais bon, on travaille avec des petites équipes et on retrouve souvent les mêmes gens et c'est un petit peu encore artisanal. On travaille en famille un peu et c'est souvent très très intéressant, très enrichissant et très chouette. Je veux bien. En parlant du tableau, vous avez utilisé une technique qui est la 3D. Alors, comment vous y êtes pris? Parce que la 3D, c'est quelque chose de difficile quand même à faire. Comment vous avez fait pour le réaliser, tout simplement? Ça n'a pas dû être facile. Alors, moi, je détestais la 3D. Quand on était dans l'île de Blackmore, qui est encore un film d'animation en 2D, technique traditionnelle, qui n'était plus sur cello. Hein, parce que ce matin, j'ai présenté le château des singes aux enfants. Et je leur ai dit ce qu'ils ne savaient pas, c'est que c'était le dernier film européen sur cellulo, hein, c'était une espèce d'acétate sur lequel on reproduisait les 24 dessins par seconde, il fallait gouacher, etc. C'était une technique où il fallait beaucoup de gens, évidemment. Et alors que l'île de Blackmore, on avait découvert le gouachage informatique. C'est les ordinateurs qui mettaient les dessins en couleur. Mais le producteur du tableau, c'est quelqu'un que tu avais complètement séduit avec ton histoire. Et il me dit, très bien, je vais faire le film en 3D. Je lui ai dit pourquoi? C'est une histoire de peinture. Alors, c'est pas l'histoire d'un sculpteur, c'est l'histoire d'un peintre. Ça tombait mal. Je ne comprenais pas. Il me dit, oui, mais moi j'ai un studio en 3D à Angoulême, donc si on fait le film, c'est avec mon studio. 2 3D, oui. C'est en 3D. Il était aussi un peu en 3D aussi. Ça avait pour moi un caractère complètement artificiel. La 3D, je trouvais ça vide, je trouvais qu'il n'y avait pas d'émotion, que les personnages étaient en volume avec la lumière, etc. Ça faisait, pour moi, c'est comme si on remplaçait les comédiens par des robots. Il faut dire que c'était moche au début. Oui, mais il y avait peut-être des trucs bien, moi je ne voulais pas les regarder, donc c'était peut-être très bien, mais je ne voulais pas en entendre parler. Alors, on a exploré l'idée d'intégrer, un petit peu comme à la fin du tableau, des personnages dessinés en 2D dans un décor de cinéma. On avait été visiter des grands studios à Joinville, etc. Et puis, il s'est rendu compte qu'il n'allait pas y arriver financièrement, donc il a dit ok, on va faire en 3D. Et ils m'ont montré un jour un test qu'ils avaient fait, où ils avaient reconstitué l'atelier du peintre, et avec un réalisme formidable. Alors j'ai dit, oui, pour l'atelier du peintre c'est formidable, mais les personnages peints qui vont se balader, comment on va faire? Bon, et ils m'ont montré une animation où ils avaient mis des coups de pinceau sur le... Voilà. Ce qui n'était sans doute pas possible techniquement 10 ans plus tôt, même peut-être 5 ans plus tôt. Voilà. Donc la technique 3D que je détestais avait évolué. Et finalement, maintenant, je trouve ça très bien. Dans Louise en hiver, on a même rajouté le grain du papier sur lequel j'avais fait mes décors pour que les personnages soient encore plus cohérents. Et en restant encore sur le tableau, alors vous parlez, vous avez la première fois que c'est de la 3D, et on repasse aussi sur de la prise de vue réelle, parce qu'à la fin du film, le personnage sort du dessin animé pour arriver dans le réel, et là on vous découvre avec un magnifique postiche
on a du mal à vous reconnaître, et là le personnage commence à grimper dans votre main, etc. Ouais. Pourquoi continuer encore une nouvelle tentative? D'où est apparue cette idée? Est-ce que vous pouvez raconter un petit peu plus autour de cela? Oui, l'idée était prévue dans l'histoire. Effectivement, comme le personnage finissait par trouver le pain, qui est censé être un personnage de chair et d'os, voilà, j'ai un peu insisté pour que Jean-François joue ce rôle-là, parce que finalement, le tableau, c'était aussi un petit hommage à l'animateur du film d'animation, ce peintre qui donne vie à ces personnages et qui se fait même dépasser par eux. C'est aussi l'animateur, celui qui donne vie aux personnages. Et j'ai dit à Jean-François, le mieux, ça serait que tu joues le personnage, parce que c'est tellement cohérent, ça va tellement au bout de l'histoire. Donc, l'idée, c'était que ce soit de la prise de vue réelle. Et bon, il s'est fait un peu tirer l'oreille. Il a pas mal flippé, mais il l'a fait quand même. Et puis, j'avais même une autre idée à la fin, quand Lola sort du tableau, c'était d'avoir le personnage en hologramme qui quitte Lola en hologramme, qui quitte le tableau et qui vient s'asseoir au bord de l'écran de cinéma. Mais la technique n'était pas encore au point, donc j'ai dû renoncer à l'idée. Et maintenant que la technique existe, vous aimeriez tenter ce genre de choses? Oui, il paraît que Mélenchon l'a fait. Ah oui, voilà. C'est lui qui l'a fait, pourquoi l'autre ne pourrait pas se le permettre? Voilà. Donc des fois on est un peu en avance, mais on se fait vite rattraper. Alors moi je voulais rebondir sur ce que vous avez, sur la 3D, vous avez parlé de Louise en hiver. Et on a pu constater que vous avez fait l'animation principale en 3D et les animations secondaires en 2D. Alors pourquoi ce choix-là? C'est assez étrange. C'est parfois des problèmes de production. Hein. C'est là où on rejoint ce qu'on disait sur les contraintes d'un film de long métrage. Il faut faire quand même pas mal de concessions, on ne peut pas travailler. Bon, là on avait un coproducteur qui a proposé de faire une partie du film, mais il pouvait faire le film en 2D. Donc dans le film, on a essayé de séparer, d'avoir des animations secondaires et qui n'allaient pas être trop dommageables pour le style du personnage principal de Louise. Et puis en même temps, ça lui donne une réalité que les autres n'ont pas tout à fait. C'est-à-dire les personnages de la plage, au début du film, pour ceux qui ont vu le film, et puis qu'on le retrouve à la fin, sont en 2D. C'est du dessin animé traditionnel. Voilà. Je crois que les spectateurs, la plupart du temps, s'en fichent un peu de savoir comment ça a été fait. L'important, c'est qu'on leur raconte une histoire qui les touche, que les personnages soient convaincants, soient vraiment vivants, qu'il y ait de la poésie, qu'il y ait des choses qu'on leur raconte comme ça avec beaucoup de liberté. Et de plus en plus, j'ai l'impression que ce moyen d'expression, le film d'animation, n'en est qu'à ses débuts, ses balbutiements, parce que le public va maintenant accepter qu'on raconte tout ce qu'on veut avec ce moyen d'expression. Et ils vont aller voir un film d'animation comme ils vont voir un film de plaisir réel. Alors, il y aura encore des films pour enfants, mais on s'en fiche. Les enfants se régalent aussi, comme dans les films de fiction. Voir un film comme Louise en hiver, le distributeur était embarrassé parce qu'il disait un film pour adultes, etc. Histoire d'une grand-mère toute seule abandonnée sur une plage. Ça peut pas marcher. Et puis finalement, les enfants vont voir le film autant que les adultes. Des fois, on peut être étonné de ce que les enfants aiment. Hein. On ne croit pas toujours. Voilà. Voilà. Je renouvelle la question. Une question, dans le processus de création, vous fonctionnez comment? Vous partez d'un personnage ou d'une technique ou d'un scénario ou c'est divers, varié, ça dépend? Non, c'est pas très varié, c'est toujours une histoire. Une histoire écrite.
comme s'il s'agissait d'un roman, d'une nouvelle. J'ai vraiment besoin d'avoir des mots écrits sur le papier. Donc avec Annick, c'est l'idéal, parce qu'elle écrit son histoire. Une fois que je suis rentré dedans, je commence à faire quelques petits croquis des personnages tels que je les vois. Mais c'est trop tôt pour les préciser. C'est-à-dire, le producteur, souvent, il dit j'ai besoin de faire un dossier pour avoir une aide, donc il me faut les dessins des personnages tout de suite. Ah non, moi je peux pas. Donc il faut que je fasse mon animatique, là dont on parlait, c'est-à-dire mon travail qui va durer 1 an pour faire la maquette en petits croquis, pour approfondir, pour comprendre les personnages. Et je peux vous assurer qu'au bout d'1 an, quand j'ai fait tout ce travail, parce que je sais ce qu'ils vont faire, je sais comment ils vivent, je sais comment ils fonctionnent, je sais ce qu'ils ont dans la tête à ce moment-là. Et à ce moment-là, je peux les dessiner. Oui, mais tu les dessines quand même, ils les dessinent quand même pour faire l'animatique, puisque oui, les personnages... Hein. Oui, mais ils évoluent, ça avance, tout avance en même temps quand même. Voilà. Voilà, il n'attend pas la fin pour trouver le personnage. Dans mon esprit, oui. À plus forte raison avec, par exemple, Dominique qui m'a fait... à la fin de mon animatique, le producteur avait réussi à avoir Jean-Pierre Lemoulon, hein, c'est les JPL Film qui est à Rennes. Il a trouvé une aide régionale pour enregistrer la voix du personnage. Alors j'étais content parce que, en effet, la voix est primordiale. Avant de commencer le film, il faut qu'on ait le... Bon, on enregistre la voix. Je ne connaissais pas Dominique Fro. J'avais entendu sa voix, j'ai dit c'est génial, c'est pas du tout ce que j'imaginais. J'imaginais la voix d'une petite dame bourgeoise, un peu fragile, qui allait plonger dans cette aventure, etc. Et Dominique, elle apporte une force, parfois même une violence, un humour, des choses incroyables. Et à ce moment, j'ai dit, bon, ça va, il faut choisir Dominique. On enregistre Dominique. Et j'ai retouché le personnage à ce moment-là, alors que j'avais fait mon animatique. Je l'ai grossi, je lui ai donné du poids, plus de force, etc., dans le visage. Voilà. Donc, c'est un travail qui s'est fait, comme le dit Annick, pas à pas. On avance sur la musique. Ah, tiens, ça donne des idées. C'est comme des ficelles que l'on tire, vous voyez, pour savoir où est-ce que ça peut aller. Quand je suis dans cette période-là, c'est très excitant. Le matin, je me lève, je vais à ma table à dessin, et je me dis, tiens, voilà, Louise se lève également, elle regarde la météo, qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce qu'elle va partir dans des souvenirs d'enfance? Est-ce qu'au contraire, elle va partir à la pêche à pied? Quel est le problème? Et ça vient comme ça. Les petits croquis s'ajoutent les uns au bout des autres. Et j'apprécie beaucoup cette liberté. Je voulais quand même faire remarquer, c'est quand même assez intéressant de voir que le son fait partie à part entière de votre film, alors que souvent c'est quelque chose qui arrive après ou avant, mais on ne les mélange pas quand on fait un film. Là, en fait, les deux se joignent. Il y a vraiment un lien entre les deux. Ça veut dire qu'il peut y avoir une image, puis le son va s'ajouter, puis on va modifier l'image. C'est vraiment intéressant comme procédé parce que c'est pas quelque chose qu'on voit habituellement dans les studios. Donc, c'est peut-être ça aussi cette force. Ça rajoute cette force-là, justement, dans les films, le côté très poétique, justement, parce que le son accompagne très bien les films, hein, il faut le dire. On voit vraiment que c'est pensé avec l'image. Oui, parce que c'est vrai qu'on vient, je pense à mes collègues, on vient tous du dessin, on a une formation de dessinateur. Donc le danger, ça serait que, et ça a été le cas souvent dans le cinéma français, que le dessin prenne le graphisme
l'art de l'image prenne un peu le pas sur le caractère filmique de l'ensemble, qui est un film, c'est autant du son que de l'image. Et c'est quelque chose qu'on voit moins dans certaines cultures. Par exemple, en Angleterre, ils consomment le son très vite en même temps. Ils sont moins coincés par le désir de briller sur le plan graphique. D'ailleurs, le dernier projet qu'on a de long métrage, on a fait travailler le musicien un peu en aveugle pour qu'il nous fasse de la musique, pour que lui aussi apporte des choses qui soient un peu une surprise pour nous. Et j'ai même écouté sa musique pendant l'écriture, et quand il nous a apporté sa musique, j'avais déjà fait un jet du scénario, j'ai réécrit des choses, parce que la musique me donnait des idées auxquelles je n'avais pas forcément pensé en écrivant, et je me dis, ah oui, si on met cette veine poétique-là à ce moment-là, alors il ne sait pas à quel moment la musique n'est pas positionnée, mais Jean-François n'a pas encore fait l'animatique, mais moi dans ma tête, je me dis, ah, cette musique-là à ce moment-là, bah, alors on peut se permettre de décoller complètement, et ça ouvre une porte à la poésie qu'on n'aurait peut-être pas imaginé sans écouter la musique, en pensant que ça pourrait être la musique du film. Et c'est vachement bien. Et dans la continuité, est-ce que la couleur accompagne aussi cette démarche-là? Vous écrivez, la musique change votre écrit, est-ce qu'après la couleur se joint aussi à tout? Oui, musique et couleur, oui, c'est vrai que c'est un peu la même chose, oui. Mais la couleur, ça, c'est une question de style graphique aussi. Mais je voulais aborder aussi les thématiques des films, et quelque chose qui apparaît un peu en filigrane dans les courts-métrages et aussi dans les longs. On retrouve un individu et on retrouve des groupes. Il y a différentes communautés qui vont se confronter, qui vont aller ensemble, etc. Et il y a toujours un individu avec un caractère particulier qui va se dégager et qui va essayer de partir pour essayer d'unifier ces groupes, ce genre de choses. Est-ce que vous pourriez expliquer un petit peu ça? C'est vraiment pas facile. Pas facile, parce que j'ai pas un regard sur les films. Naturellement, j'ai un regard intérieur, et puis c'est inconscient, la façon dont... Dans certains films, je me sens plus à l'aise. Dans certaines histoires, je me sens plus à l'aise que dans d'autres. C'est vrai que je me sens plus à l'aise dans un individu. Je suis un peu anarchiste de tempérament que dans un groupe. Sinon, pour opposer cet individu à un groupe qui part dans une direction alors que lui, il a envie de partir dans une autre direction. Je pense que ce genre de choses revient dans beaucoup de mes films, que ce soit des courts-métrages ou des longs-métrages. Alors justement, en parlant aussi bien des longs-métrages que des courts-métrages, on peut remarquer aussi que souvent il y a un message, peut-être pas volontaire, mais souvent on fait quand même passer un message à la fin du court-métrage, comme on peut voir, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le masque du diable, ou même la traversée de l'Atlantique à la rame. On l'a aussi avec le tableau, par exemple. Est-ce que tout ça c'est réfléchi? Est-ce que vous voulez vraiment faire passer un message à la fin de vos films ou... Non, vous doutez bien que non. Vous en riez d'ailleurs en posant la question. Non, vous savez, je réfléchis pas à grand-chose quand je commence à travailler sur un film. Annick davantage que moi. Mais une fois que j'ai mon histoire, je me laisse aller. Donc, mon sens du film, s'il y en a un, et il n'y en a pas toujours, doit se dégager de lui-même. Et je pense bien davantage à mon pinceau ou à mon crayon ou à la caméra qu'au sens qu'il peut se dégager de ce que je fais.
Donc en fait, la leçon que nous on en retire quand on regarde vos courts-métrages, vos films, n'est pas du tout voulu, ou du moins n'est pas contrôlé. Non, et si en effet j'avais cette lucidité avant de commencer à travailler, je pense pas que je me mettrais au travail. Parce que c'est cette découverte du sens que l'on fait avec cette liberté-là, c'est peut-être grâce à ça qu'on arrive à faire des choses authentiques. C'est un message plein de bonté en tout cas. C'est aussi ce qu'on trouve en filigrane et la bonté humaine, ça. On s'en lassera jamais, je pense. Bon, oui, la bonté, la transmission du savoir, enfin, c'est ce genre de thème qu'on a retrouvé beaucoup et qui est absolument admirable. Petite question bonus, est-ce que vous partez peut-être sur une idée d'un prochain film, d'une idée, peut-être retravailler, j'imagine, encore ensemble? Vous deux, peut-être? Alors, oui, on a décidé de faire équipe, j'ai l'impression, un petit moment. Donc, Jean-François a travaillé sur un film qui s'appelle, on peut parler du voyage, qui s'appelle Le Voyage du Prince. Bon, l'animatique est finie, le film peut démarrer en production demain si le producteur donne le feu vert. C'est prêt, voilà. Donc ça, c'est un long métrage qui s'appelle Le Voyage du Prince. Et puis, on vient de boucler une histoire qui est l'histoire un peu de son enfance, parce qu'on pense toujours que nos parents étaient hyper chiants, conventionnels et tout. Et Jean-François s'est aperçu que ses parents étaient finalement pas du tout conventionnels dans leur époque, qui est l'époque de la fin de la guerre. Et son père, je peux raconter un peu ou tu veux dire ? Et son père construisait un bateau dans son jardin de pavillon de banlieue au bord de la Marne, comme le faisaient d'ailleurs d'autres gens qui sont même partis faire le tour du monde à cette époque-là. Et voilà, donc on est parti sur ce projet-là et je lui fais un premier jet de son enfance. Il en fera ce qu'il voudra. Voilà, et donc c'est un projet là qui est au début en toute pré-production. Oui. En développement. Oui, en fait, on travaille toujours sur deux projets de films en même temps, parce que on sait très bien qu'il y en a un qui ne se fera pas, donc il ne faut pas rêver. Surtout que c'est de plus en plus difficile pour les producteurs de monter un film aujourd'hui. Mais les deux projets n'en sont pas au même point. Il y en a un qui est prêt déjà depuis 2 ans, et puis l'autre sur lequel on travaille depuis quelques mois seulement. Voilà. Et sans indiscrétion, quel est le projet le plus avancé du coup? C'est celui, pas sur votre enfance? Non, c'est le Voyage du Prince. J'en ai parlé ce matin puisqu'on avait la projection du Château des Singes. Oui, on a eu la chance d'avoir une projection ce matin, toujours dans le cadre du festival, avec des scolaires, des jeunes enfants qui ont pu échanger autour du Château des Singes. Oui, alors ils m'ont demandé qu'est-ce que je préparais, donc je leur ai parlé de notre histoire. Et il se trouve que c'est un petit peu une suite, ou une sorte de miroir à l'histoire du Château des Singes. Et alors, j'aurais monté un petit bateau, je leur ai dit, voilà, je suis sur un truc inspiré du Château des Singes. Si vous avez une idée, qu'est-ce qui pourrait se passer à la suite avec ces mêmes personnages? Et il y en a un qui m'a raconté exactement le film qu'on a écrit. Donc c'est pas très qui était en quelques phrases. Il était incroyable. J'aurais dû lui demander ses coordonnées. On a pensé monter une équipe technique avec des enfants. Bon, sans doute que l'idée, en effet, de départ est cohérente et logique. Vous savez qu'il ne faut pas piquer les idées des enfants. Hein. Ah oui, c'est vrai.
Mais oui. Non, ça s'est passé comme ça. Je repars encore. Oui. Entre le fait d'être auteur, illustrateur, producteur, quel est le métier qui vous plaît le plus? Dans la notion d'auteur, j'englobe le film. Mais le film en tant que film, pas en tant que dessin animé. Donc c'est une chose un peu mystérieuse pour moi. Je fais des films. Voilà. Et dans un film, ça veut dire une histoire, ça veut dire plein de choses, des peintures, de la musique, etc. Et c'est ça que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un des moyens d'expression les plus incroyables qui soient, parce que vous réunissez dans le même truc des arts, parce qu'on peut appeler ça comme ça, qui sont déjà des arts majeurs. Mettez tout ça dans un film, c'est vraiment formidable. Et puis maintenant, c'est vraiment le plaisir de travailler avec Annick, de sentir que quand on travaille seul sur une histoire, sur un projet de film, on a des doutes qui deviennent tout à fait dangereux, envahissants, qui peuvent vous empêcher d'avancer. Par contre, quand on travaille à deux, on se conforte l'un l'autre. Alors, ça peut être dans des impasses. Il y en a deux dans l'impasse. Il y en a qui toujours sont demi-tour. C'est pas mal plus agréable. Alors, Est-ce que vous recevez des histoires de personnes extérieures et si oui, est-ce que vous les examinez? Alors, non, on ne reçoit pas l'histoire. Si, il y a beaucoup de gens qui demandent. Oui, il y a pas mal de gens qui demandent des analyses de scénario, tout ça. Il faut savoir que c'est un sacré boulot, que c'est une responsabilité en plus. Et qu'on peut faire ça par le biais plutôt de résidence d'écriture. C'est mieux parce que on est conseillé, et tandis que de donner un point de vue comme ça, abrupt d'une histoire, je trouve que moi j'aime pas faire ça du tout. Tu le fais toi, non? Non, c'est des choses qu'on fait pas parce que c'est une responsabilité, je trouve, qui n'est pas forcément intelligente de prendre. Je préfère conseiller aux auteurs qui ont des projets de faire une résidence d'écriture parce qu'ils sont actifs dans leur démarche. Voilà, c'est pas un avis comme ça. C'est constructif, quoi. J'ai toujours eu la réputation dans ce métier d'être vraiment un sauvage qui n'aime pas parler et qui parle très peu. Donc j'ai jamais enseigné. Mais ça fait 2-3 fois on me demande de venir simplement parler comme je le fais avec vous librement, de mon travail, de ma façon de travailler. Et si je le fais, c'est en effet pour parler de choses concrètes. Et le temps et l'argent, c'est-à-dire je crois que le cinéma d'animation va se diriger vers des solutions plus intelligente de réduction du budget. C'est-à-dire on va faire des films avec beaucoup moins d'argent qu'avant. Je crois que c'est le secret de continuer à être libre. Moins d'argent, donc moins de temps aussi. Mais s'il y a moins d'argent, il y aura les techniques qui vont être aussi larges que... Oui, elles évoluent beaucoup en ce moment. Parce qu'on va passer plus sur la 3D que sur des méthodes plus traditionnelles. Oui, c'est vrai. Donc il y aura moins de choix pour l'artiste, l'auteur, le réalisateur, qui peuvent s'épanouir dans ce qu'ils ont envie de faire. Sauf si la 3D continue à évoluer comme elle le fait. Oui, mais ça n'a pas le même charme que la papier découpé ou la peinture animée. Oui, c'est vrai. La pâte à modeler. Bon, mais il n'y a pas... Oui, mais ça veut dire que l'animation est très diverse. Ça veut dire qu'on peut avoir ce plaisir artisanal à faire des films, c'était mon plaisir. Voilà, donc c'est un art en soi.
Mais le long métrage d'animation qui doit prendre place dans le circuit des films, etc., il y en aura de plus en plus. Et c'est nécessaire pour que le public évolue et qu'on puisse aborder des sujets beaucoup plus différents. Donc c'est un autre métier. On ne peut pas avoir tout d'un coup, c'est-à-dire avoir cette possibilité de toucher un grand public et de continuer à faire des films avec ses doigts, et de faire des trucs comme ça. Il faut choisir. Est-ce que la 3D, c'est pas quelque chose quand même qui est à part? Non, pas du tout. C'est pas à part. C'est dans le métier maintenant de façon impérative. Ça permet de diviser par 5 le temps de l'animation par rapport à la VD. Donc c'est un point très important. La 3D, c'est quand même lié à une contrainte financière. Oui, ça permet. Si ça permet de réduire les équipes et de faire les films en moins de temps, c'est une contrainte financière. Mais je crois qu'elle est incontournable maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas encore des films en 2D faits avec des bouts d'allumettes et que ces films-là seront magnifiques. Mais la difficulté de demain, ça va être de pouvoir cumuler l'aspect financier et l'aspect artistique. Oui, on ne peut pas gagner sur les deux tableaux en même temps. Je ne crois pas. Le court-métrage peut continuer à en faire. Et le long aussi, mais ce sont deux choses différentes. C'est pour ça que les étudiants ont cette possibilité incroyable de faire des films dans le sein de l'école, et ils peuvent se faire aider, ils se mettent à 2 ou 3, ils font un court-métrage en 6 mois, et ils font un film magnifique, qu'ils ne pourront pas faire quand ils vont faire un long-métrage. C'est impossible. À partir du moment où il y a un bon scénario, on peut avoir du support. À partir du moment où il y a une écriture, où il y a un scénario, où l'histoire est écrite, c'est l'histoire qui est importante. Le support, à la limite, peu importe. Alors, c'est pour le long métrage. Pour le long métrage, oui, l'histoire est essentielle parce qu'on ne peut pas faire un film d'1h15 s'il n'y a pas une histoire. Alors que dans un cours, on peut faire un film de 5 minutes complètement abstrait, avec des tâches, des traits, et de la musique. Et c'est magnifique. Bon, je caricature un peu, hein, mais vous m'y poussez. Eh bien écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là-dessus. C'est un immense plaisir. Merci encore d'avoir échangé autour de ça. Merci à vous.